un modèle en crise, ça ne veut pas dire que notre démocratie ou notre régime démocratique est un modèle, c'est simplement un type de démocratie, modèle non pas à entendre au sens modèle à suivre, mais exemplaire, disons, type de démocratie. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, ouvrir l'interrogation autour du concept de crise qui peut vouloir dire pas mal de choses, en demandant à deux intervenants d'horizons différents, un historien et un philosophe, un historien des institutions notamment et un philosophe, de nous éclairer sur ce malaise que, semble-t-il, nous traversons. Alors, tout d'abord, à ma droite, Nicolas Rousselier est historien, maître de conférences à Sciences Po Paris, à l'IEP de Paris. Il est notamment spécialiste de la vie politique et des institutions publiques. Il a publié récemment un ouvrage assez volumineux intitulé « La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, 19e, 21e siècle », dans lequel il s'interroge en particulier sur finalement celui des trois pouvoirs dont on parle le moins, non pas le législatif évidemment, ni même le judiciaire, mais bien justement l'exécutif. Il montre notamment dans cette somme, qui a été assez remarquée, que le pouvoir gouvernemental a fait l'objet d'une forme de déni ou d'impensé dans la réflexion républicaine, moderne, c'est-à-dire celle qui naît en fait à la fin du XIXe siècle, après le long XIXe siècle fait de régimes autoritaires, précisément parce que les républicains étaient obsédés par cette histoire non républicaine qui a suivi la Révolution française. Or, cette impensée, c'est en tout cas la thèse de M. Rousselier, explique en partie certaines des difficultés des régimes politiques français depuis la renaissance de la République dans les années 1880. Michel Teretchenko, de son côté, est philosophe. Il est maître de conférences à l'université de Reims et il est déjà assez bien connu des habitués des rencontres philosophiques d'Uriage. Il est spécialiste de philosophie morale et politique et s'est fait connaître notamment par une réflexion très profonde et très informée sur la question des sources de la violence, au prisme en particulier du cas nazi, dans un livre intitulé « Un si fragile vernis d'humanité ». Cette approche de la question de la démocratie, qui passe par une méditation sur les abîmes de la condition humaine, comme ce qui est capable de violence, s'est prolongée depuis en particulier par la publication de L'ère des ténèbres, où il étudie cette fois les ressorts du fondamentalisme terroriste. Dans tous les cas, il s'agit de trouver les ressources intellectuelles, mais aussi morales, voire spirituelles, qui nous permettraient d'affronter les difficultés que nous traversons collectivement. Donc deux approches de la crise, deux approches de la notion de démocratie, l'une par les modalités d'exercice de la vie démocratique, l'autre par ses objectifs ou ses fondements. Et donc je leur laisse la parole, en commençant par Nicolas Rousselier. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors je voudrais présenter les réponses que je propose à la question sur est-ce qu'il y a une crise du modèle démocratique en France. J'ai considéré qu'il fallait répondre essentiellement par notre pays. Alors, je pense que, et pour essayer de donner une réponse assez franche, je crois qu'en fait, on ne peut pas répondre, par exemple, oui, il y a une crise ou non, il y a une crise. Je pense que la réponse, c'est plutôt, d'un côté, oui, il y a une crise, mais ça n'est peut-être pas très grave. Et l'autre réponse possible, c'est oui, il y a une crise et c'est effectivement assez grave. Alors, la première réponse, vous allez la comprendre très facilement parce qu'elle est assez classique. Je crois qu'on peut répondre d'abord que s'il y a une crise dans notre démocratie, d'abord, il ne faut pas s'en étonner et ensuite, il ne faut peut-être pas s'en inquiéter de manière excessive. Il ne faut pas s'en inquiéter de manière outre mesure. Je veux dire par là que depuis le début, et surtout en France, quand on remonte au régime de la Troisième République, Quatrième République, la démocratie se présente, quoi qu'on fasse, elle se présente comme un spectacle de division quasi permanent. Elle comporte donc en elle-même
un spectacle, mais plus qu'un spectacle, elle comporte le phénomène de la crise. Si je parle de la Troisième République, c'est qu'on a ici un cas d'école d'un régime qui fonctionnait en permanence sur les fameuses crises ministérielles, dont nous avons tous entendu parler en lisant des manuels d'histoire ou de droit constitutionnel. Or, il ne faudrait surtout pas penser que ces crises ministérielles, la durée de vie d'un gouvernement sous la Troisième était à peu près de 1 année seulement, il ne faudrait surtout pas croire que ces crises ministérielles étaient finalement le symptôme d'un régime qui ne fonctionne pas. C'est ce que pensait l'extrême droite de l'époque, mais avec le recul, on peut en avoir une toute autre analyse. Ce que je veux dire par là, c'est que ces crises ministérielles étaient en fait une forme d'ajustement permanent ou fréquent pour permettre au Parlement d'avoir la primauté sur l'exécutif. Donc c'est ce que vous disiez, c'était tout à fait représentatif de la prépondérance dans la tradition républicaine, la première tradition républicaine, la prépondérance de la nation-assemblée, cette idée que s'il y a une souveraineté du peuple, elle est d'abord incarnée par le Parlement, et notamment par la Chambre des députés. Donc changer le président du Conseil, le Premier ministre de l'époque, était une manière en fait de manifester cette prépondérance. Autrement dit, cette première manière de répondre, c'est assez simple, c'est de dire il faut bien savoir ce qu'on entend par crise. La crise peut être en réalité un moyen de fonctionnement, et même plus, un moyen de régulation de la démocratie. La démocratie, de toute façon, ne peut pas offrir un paysage sans crise. Et donc, par exemple, l'antiparlementarisme faisait partie prenante de toute l'histoire de cette République du Parlement qui va de la Troisième République jusqu'à la fin de la Quatrième République. Pour prendre un exemple concret que j'ai étudié dans mon livre, c'est la loi dont on parle beaucoup en ce moment, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Eh bien, cette loi de 1905, elle a été un produit presque uniquement parlementaire, le travail d'une commission dont le rapporteur était Aristide Briand. Et c'est la commission parlementaire qui a travaillé son texte et qui a finalement pratiquement mis hors jeu à l'époque l'exécutif, le gouvernement, parce que le gouvernement a changé 2 ou 3 fois pendant les 2 années du travail parlementaire. Donc on voit bien ici, si vous voulez, que ce qu'on appelle les crises ministérielles, en fait, elles cachaient la continuité et la force politique, on pourrait dire même aussi philosophique, la force de la délibération parlementaire. Alors, j'ai bien conscience que cette première réponse est assez classique et peut ressembler à une façon de botter en touche. Donc, ma deuxième réponse consiste à dire, oui, certainement, il y a une crise, il y a certainement surtout une perception quasi unanime de la crise dans l'opinion, et qu'il faut essayer de voir ce qu'il y a de spécifique dans la crise actuelle, en la replaçant dans la longue durée de notre histoire politique. Alors, la crise actuelle, si vous voulez, me semble être spécifique parce qu'elle additionne 2 types de crises. La première, qui touche précisément ce dont je viens de parler à l'instant, elle touche le Parlement. Et la deuxième, et ça c'est plus nouveau, elle touche l'exécutif. Alors la crise du Parlement, elle est partie intégrante de la Ve République. La Ve République a considérablement diminué le rôle du Parlement, et finalement, en diminuant le rôle des parlementaires, on en est arrivé à discréditer aux yeux de l'opinion le rôle de ces parlementaires, la raison d'être du Parlement. Parce qu'au fond, quand on ne permet pas aux parlementaires d'avoir un vrai droit d'interpellation, quand les questions pour le gouvernement sont réduites à la portion congrue, on construit, si vous voulez, une image du Parlement qui est fortement dégradée dans l'opinion. C'est pour ça que beaucoup de personnes de l'opinion en veulent aux parlementaires et leur demandent de diminuer, par exemple, leurs émoluments ou leur demandent de diminuer le nombre de leurs mandats, etc. Autrement dit, le problème auquel nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est que dans cette histoire de la Ve République, il y a eu à la fois la diminution du Parlement, et cette diminution du Parlement ne s'est pas accompagnée d'un effacement de l'antiparlementarisme. Donc on est toujours, en fait,
dans une culture politique française qui développe cet anti-parlementarisme. Alors, à côté de la crise, qui est en quelque sorte la crise permanente sous la Ve République, un discrédit permanent, on pourrait dire ontologique, du Parlement dans la Ve, s'ajoute ce discrédit qui touche maintenant la force de gouverner, pour reprendre le titre de mon ouvrage, c'est-à-dire l'exécutif. Alors là, je pense que c'est plus nouveau. C'est probablement assez difficile à dater, puisque si on essaye de dater le début d'un déclin du rôle de l'exécutif et de son image, je pense qu'on va tous plus ou moins avoir une opinion divergente selon la sympathie qu'on a eue pour, par exemple, la présidence de Mitterrand, la sympathie qu'on a eue pour Chirac, etc. Alors, peu importe finalement la date exacte de ce début, mais probablement qu'entre les années 80 et les années 90, il y a eu ce début d'une crise de l'exécutif. Ça s'est probablement aggravé, c'est ce qu'on peut lire un peu partout, ça s'est probablement aggravé avec l'adoption du quinquennat, et puis, d'un point de vue un peu superficiel, mais ce n'est pas si superficiel que ça, puisque ça touche à la question du prestige du pouvoir, il y a probablement aussi une crise de ce qu'on pourrait appeler le style présidentiel entre la présidence de Sarkozy et la présidence de François Hollande. Mais je pense que de manière un peu plus profonde, il y a maintenant une remise en cause de ce à quoi peut servir la force de gouverner, aussi bien à droite qu'à gauche. À droite, et c'est très représentatif et très spectaculaire ce que l'on a pu entendre, je ne sais pas si vous l'avez regardé, en tout cas jusqu'au bout, moi je l'ai regardé jusqu'à la moitié, le débat de jeudi soir des candidats de la primaire de la droite, c'est très très représentatif le fait qu'à plusieurs moments, ils ont annoncé leur programme et que leur programme allait passer par la voie des ordonnances, avec le mythe des 100 jours. La voie des ordonnances, ça veut tout simplement dire qu'on court-circuite complètement le Parlement. Et ça veut dire aussi qu'on joue la démocratie électorale contre la démocratie sociale, puisque ça veut dire que, puisque j'ai été élu président, j'ai mon programme, je l'applique par ordonnance, il n'y a pas de place pour la délibération parlementaire, et il y aura peu ou très peu de place pour la concertation sociale. Donc la droite annonce, si vous voulez, le passage à une sorte de nouvelle Ve République, qui serait une sorte de Ve République en sur-régime, c'est-à-dire qui utilise les instruments de la force de l'exécutif, mais en les démultipliant. Donc ça, c'est une première tentation dans laquelle on va peut-être s'orienter si l'un des candidats aux primaires de la droite est élu président au printemps prochain. Du côté de la gauche, je dirais que c'est le plus grand flou, parce que du côté de la gauche, et c'est ce que vous disiez à l'instant, il y a toute une tradition, au fond, d'impensé de l'exécutif. On a pensé la souveraineté du peuple en la réservant à la représentation nationale, et du coup, la pensée républicaine, si vous voulez, est saturée de souveraineté nationale, de souveraineté parlementaire, et au fond, n'a jamais pu penser l'exécutif, si ce n'est sous la forme de la méfiance, sous la forme d'une surveillance et d'une soustraction, si je puis dire, d'une série de soustractions. Puisque l'exécutif, à l'époque de la Troisième, les pères fondateurs, Gambetta et Jules Ferry, ont retiré à l'exécutif le commandement de l'armée, lui ont retiré même un budget, lui ont retiré l'exercice du droit de dissolution, etc. Donc la situation de la gauche, je pense qu'on peut distinguer trois choses. Il y a probablement ceux qui veulent un statu quo, et c'est le cas de François Hollande. Il l'a annoncé dans un discours il y a une semaine à l'Assemblée nationale. S'il est candidat, parce que maintenant vraiment la question se pose. Donc il y a ceux qui sont pour un statu quo, et qui sont pour un statu quo pour une raison très simple. C'est que cette Ve République, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, à gauche, elle offre des instruments extrêmement puissants de gouvernement. Donc, dans le cas d'une gestion de lutte contre une crise, les instruments, pas forcément les ordonnances, ça peut être aussi le 49.3, se trouvent présents et sont forcément extrêmement tentants pour toute personne candidat à la fonction gouvernante.
Alors, ensuite, il y a ceux qui pensent, j'appelle ça les néo-mendésistes, et même s'ils ont toute ma sympathie, je pense qu'il faut aussi voir dans quelle impasse ils peuvent se trouver. Les néo-mendésistes veulent ou rêvent d'une rénovation du Parlement. Ici, ils se heurtent à la très mauvaise image du Parlement dans l'opinion, puisque, au fond, le Parlement a peut-être une image encore plus mauvaise que l'image de l'exécutif. Seulement 3 Français sur 4 font confiance au Parlement, et quand on demande aux Français s'ils veulent accorder plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, ils sont seulement 18% à se prononcer pour plus de pouvoir. Et ils sont 25% à demander une diminution des pouvoirs du Parlement. On se demande bien quel pouvoir pourrait être encore plus diminué, mais il y a quand même 25%. Pour le Sénat, les chiffres sont de 10% et de 43% qui demandent la diminution des pouvoirs du Sénat. Donc, si vous voulez, le projet néo-mendésiste de rénover la démocratie par la voie du Parlement se heurte à cette très mauvaise image du Parlement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'emprunter, cette voie, mais en tout cas, elle est extrêmement difficile. Et puis, il y a une troisième voie, qui est cet ensemble de rénovation de la démocratie par la démocratie participative, qui, là, pénètre le débat public. Ça, c'est une chose intéressante depuis quelques années. C'est une chose à noter, mais reste là aussi extrêmement hétéroclite selon les propositions. Alors pour terminer, j'aimerais quand même aussi répondre à une question. Je crois que quand on est universitaire, il ne faut pas non plus négliger de répondre à des questions extrêmement concrètes, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire, que faire dans la situation actuelle, et pour en rester à l'aspect constitutionnel, quel type, par exemple, de changement constitutionnel serait souhaitable. Alors, je crois que on ne peut pas apporter en kit une série d'articles nouveaux, on ne peut pas apporter sur un plateau d'argent une nouvelle constitution. Et je pense que la vraie question, ce n'est pas exactement qu'est-ce qu'il faut changer à la Constitution de 1958, mais plutôt quel cadre de référence intellectuel, philosophique, quel cadre de référence faut-il envisager pour réfléchir à une nouvelle démocratie. Et là, je signale simplement 2 points. C'est en quelque sorte des mises en garde préalables. Si vous voulez, quelles sont pour jargonner un peu, quelles sont, disons, les conditions de possibilité d'un changement. La première, c'est que contrairement à notre tradition franco-française, il est clair qu'une réflexion de changement démocratique par les institutions ne peut plus être limitée à notre bac à sable où on s'amuse. Ce serait, si on faisait une 6e République, ce serait, je crois, la 13e ou la 14e Constitution depuis le début de l'histoire contemporaine, depuis 1789. Donc, si vous voulez, ces vices et ces délices qui sont traditionnels en France de se disputer sur une constitution franco-française qui, par miracle, pourrait finalement absorber l'ensemble de la souveraineté nationale, est aujourd'hui obsolète en raison de l'Union européenne. Alors, certes, l'Union européenne, c'est le moins qu'on puisse dire, ne va pas non plus très bien, mais c'est notre obligation. Notre obligation, c'est de penser une démocratie française indissociable d'une nouvelle démocratie européenne. Et vous voyez bien qu'il y a autant de boulot du côté d'une démocratisation de l'Union européenne que de travail du côté d'une nouvelle démocratie française. En tout cas, le franco-français n'est plus possible. Autrement dit, une 5e bis et aussi une 6e République me semblent dès le départ obsolètes. Et puis la deuxième remarque que je voudrais faire, et pour terminer, c'est qu'il y a aussi une question qui se pose, au fond, sur la pertinence même d'envisager le changement démocratique en profondeur à travers une série d'articles et d'alinéas que forme une constitution écrite. Je veux dire par là que dans la situation actuelle, je pense au rapport entre les forces politiques et les forces économiques, on risque fort de fabriquer un nouveau tigre de papier. Moi, je me pose la question, pourtant c'est mon domaine de recherche, mais dans la situation actuelle, je me pose la question de savoir si on est finalement peut-être sorti de l'âge du constitutionnalisme. Le constitutionnalisme s'est ouvert à la fin du XVIIIe siècle, mais aujourd'hui, je vois mal comment le rewriting de la Constitution de la 5e ou la rédaction d'une 6e République
pourrait créer la force nécessaire aux politiques par rapport à ces défis. Et donc, mon sentiment, c'est qu'il vaut beaucoup mieux réfléchir à un rapport de force, à un modèle d'organisation, à des moyens politiques donnés à notre pouvoir politique pour qu'il soit en mesure de répondre à des défis, et notamment la capacité pour le politique à avoir une efficacité sur les forces économiques et financières. Par exemple, si on réfléchit au Parlement, je ne pense pas que le problème ce soit tellement de toiletter la Ve République. Le problème est, à mon avis, beaucoup plus radical, puisque c'est surtout en termes de moyens, de nombre de conseillers, de capacité à développer l'expertise, de capacité à peser sur la décision publique. C'est ça qui se pose pour le Parlement. On est frappé, par exemple, par le fait que dans notre démocratie, d'un côté, on ne cesse de dire qu'il y a une crise de la démocratie représentative, et de l'autre côté, dans les médias, en tout cas, on ne cesse implicitement d'encenser toutes les institutions qui sont non représentatives, qui sont non élues, en quelque sorte, qui sont non démocratiques, qui sont fondées sur la compétence ou sur la juridiction. Par exemple, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel. Et puis, tous ces hauts comités, hauts commissariats qui sont supposés construire l'expertise préalable à la décision, mais qui sont extérieurs au Parlement. Au fond, si vous voulez, on est dans une démocratie qui a dépouillé la démocratie représentative, qui a externalisé la fonction d'expertise, qui en a privé le Parlement, et ensuite on demande au Parlement d'être suffisamment compétent, on demande à nos parlementaires d'être suffisamment présents dans l'hémicycle pour faire la loi. Donc on est, si vous voulez, en termes de modèle d'organisation, pas simplement de constitution, on est dans un modèle d'organisation qui est effectivement tout à fait hétérogène, et je pense que c'est sur ce concept de modèle d'organisation qu'il faut situer la réflexion démocratique beaucoup plus que sur nos anciennes querelles constitutionnelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé très efficace, très clair et qui ouvre des perspectives assez paradoxales, puisque d'une certaine façon, vous ouvrez sur l'éloge d'une nouvelle expertise d'État et une forme d'éloge de quelque chose qui peut, à première vue, apparaître comme non démocratique selon nos perceptions traditionnelles, ce qui interroge du coup la question du lien entre savoir et pouvoir en démocratie. On prendra les questions à la fin des deux interventions et par conséquent, je laisse immédiatement la parole à Michel Tereschenko. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, c'est la même chose. La force de décider. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord vous dire que c'est un grand plaisir de me retrouver ici, puisque j'étais effectivement venu l'année dernière, une fois précédente déjà, et puis l'année dernière aussi, donc pour parler de l'ouvrage dont il a été question. Et je pense que je peux assez bien, disons, faire la transition avec ce qui a été dit à l'instant autour de cette problématique, effectivement, au fond, de la force de gouverner. Et je vais revenir au fond, d'ailleurs, puisque j'étais hier devant des lycéens, 170 lycéens à peu près, donc gentiment invité, comme il m'a aussi invité l'année dernière, et je vais revenir un peu sur des problématiques communes, comment je vois, disons, aujourd'hui les choses. Parce qu'on peut évidemment faire une analyse assez générale, assez théorique, et les problèmes qui sont posés par la démocratie aujourd'hui, qui sont posés aux démocraties, que ce soit la question de la légitimité, la question de la représentativité, la crise de la démocratie sociale, l'accroissement des inégalités, sont très nombreuses. Donc il faut malgré tout qu'on aille d'une certaine manière, si vous voulez, à l'essentiel. C'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment le plus préoccupant, le plus inquiétant, le plus essentiel, ce qui doit attirer notre réflexion. La première chose, je crois qu'il faut rappeler, d'abord historiquement, c'est que, et à la fois historiquement et dans les faits, enfin dans la nature même des choses, c'est que les régimes démocratiques sont des régimes fragiles, sont des régimes vulnérables. Évidemment, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons pas connu évidemment de crise qui remettrait de façon existentielle en cause l'existence des régimes démocratiques, au moins jusqu'au
aux attaques terroristes récentes, mais ne portent pas non plus sur les... Donc, pour les jeunes générations, par exemple, peut-être pas pour vous et pour moi, mais même pour nous, hein, et encore plus pour les jeunes générations, tout se passe, si vous voulez, comme les démocraties étaient toujours là, elles ont toujours été là, et elles seront toujours là, et il n'y a pas lieu... Et je pense qu'il est très important, au contraire, et je crois que c'est consubstantiel d'une certaine manière à la démocratie et à la perception, si vous voulez, c'est qu'il est inscrit au cœur même, si vous voulez, de la pratique démocratique ou du regard que les citoyens ont vis-à-vis de la démocratie, de savoir que ce sont des régimes vulnérables et des régimes fragiles qui doivent être toujours, au fond, dans une attitude d'autosurveillance et de vigilance, juste dans les... pour contrer en quelque sorte effectivement les dérives d'une certaine manière qui les menacent. Et il est très clair aujourd'hui que ces dérives sont plus inquiétantes, plus grandes qu'elles ne l'étaient, disons, il y a 10, 15 ou 20 ans. Et cela tient évidemment à la situation liée à la menace, si vous voulez, aux crises posées par le terrorisme. Alors, de façon générale, si vous voulez, il y a une question, bon, mais je ne vais pas revenir sur ça parce que ce n'est pas le centre, disons, de ce qui, moi, me préoccupe aujourd'hui, donc je voudrais partager avec vous. Mais quand même, hein, il y a quand même une question très générale, enfin très générale, à la fois générale et spécifique, qui se pose. Est-ce que les démocraties, en gros, si vous voulez, enfin, non, pas en gros, très précisément, est-ce que les démocraties ont été capables de répondre comme il convient, hein, aux tests que constituent donc les attaques terroristes. Donc je dis simplement, mais je crois que j'avais déjà dit ça l'année dernière, qu'en réalité le terrorisme ou les menaces terroristes ne constituent pas justement une menace existentielle, comme pourrait être le cas d'une guerre, d'une invasion, etc. Bon. Mais que ça porte sur nos modes de vie, nos principes, nos normes, nos organisations, nos institutions, bon, etc. Et que c'est ça qui est véritablement, mis en cause. Et donc, est-ce que donc, hein, c'est une question posée même par des prisonniers de Guantanamo, est-ce que les démocraties ont passé le test, en quelque sorte, si vous voulez, de la menace terroriste? Et la réponse, hélas, est non. Très clairement non. En tout cas, s'il s'agit par exemple, si on prend, disons, sur le long terme, enfin le moyen terme, hein, disons depuis 2001, et qu'on voit en gros, est-ce que les démocraties ont passé ce test? Non. Dans le respect, dans la fidélité à leurs principes structurants, le principe juridique et les principes constitutionnels. Vous savez qu'il y a un ancien président de la République qui était prêt à dire « Ouais, bon, c'est pas gênant, on peut changer la Constitution. » Bon. Sur une question tout à fait particulière, en été tout à fait mineure. Bon, la question de la pratique de la torture, les centres de détention secrets, les assassinats, Guantanamo, les invasions militaires illégales, les drones et les assassinats ciblés. Bon. Tout ça passe, si vous voulez, effectivement, comme étant au fond les moyens nécessaires de la lutte contre cette nouvelle forme effectivement de barbarie, mais elle est infiniment problématique. J'ai vu d'ailleurs que sur Facebook circule maintenant un article qui parle d'une chose que nous savons tous, hein, puisqu'il y a des documents qui l'ont montré, qui est par exemple le fait que le président Hollande a donné ordre, hein, donc, alors il semblerait que ce soit à peu près 4 ou 5 exécutions ciblées, qui est une violation totale du droit humanitaire, hein, du droit humanitaire international. Mais ce qui m'intéresse, j'avais déjà parlé de ça, c'est-à-dire que je pense que si vous voulez, nous sommes devenus extrêmement vulnérables, que le terrorisme nous a rendus extrêmement vulnérables, si vous voulez, extrêmement vulnérables à une remise en cause des principes structurants. Je crois qu'il y a un grand problème, si vous voulez, une grande incapacité alors, des politiques, mais aussi chez les citoyens, de comprendre la fonction structurante du droit. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose. C'est la seule chose d'ailleurs qui nous structure, parce que la morale ne nous structure pas beaucoup. La morale peut tout à fait, par exemple, justifier le terrorisme. Il y a des justifications morales, utilitaristes. Bon. Le droit, bon, mais le droit est véritablement structurant. Donc il faut que c'est absolument essentiel, si vous voulez, que si on ne tient pas à ça. Bon. Et donc donc la réponse ne pourrait pas être une réponse positive. Et même sur la question, en même temps qu'on a accepté, si vous voulez, il y a une licence, si vous voulez, qu'au nom de la sécurité, bon, etc., qu'au nom de la sécurité, on accepte une remise en cause de nos libertés. Et par exemple, la question de l'état d'urgence. Bon, la prorogation de l'état d'urgence depuis le mois de novembre constitue un vrai problème. C'est tout à fait saisissant
que ceux qui ont le plus protesté contre la prorogation de l'état d'urgence, c'était des hauts magistrats. C'est-à-dire c'est le président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation. C'est-à-dire des hauts magistrats en disant attendez, mais c'est une remise en cause de l'état de droit. Et alors, il y a un exemple, une situation tout à fait récente, parce que j'avais été invité donc, sur France Culture pour commenter le discours du président Hollande à la Fondation Wagram, donc vous savez, sur le terrorisme, liberté et sécurité. Et alors, il a développé un discours fondé entièrement sur l'argumentation selon lequel il défendait l'état de droit contre l'état d'exception. Et que donc, effectivement, que la droite et des gens comme Sarkozy, etc., veulent introduire un état d'exception et que lui avait instauré l'état de droit, qui n'avait pas touché à la Constitution, etc. Et ce qui est terrible, si vous voulez, dans ce discours, qui est passé d'ailleurs comme une lettre à la poste, qui a été salué comme un très grand discours, par exemple le lendemain même par Libération, qui avait titré « Pépère revient », enfin bon, vous vous souvenez le titre, et avec en disant c'est un grand discours. Sauf que ce discours était construit sur une argumentation totalement fallacieuse, puisque l'état d'urgence est un état d'exception. Et ça c'est terrible, si vous voulez, ça quand vous voyez la parole publique, etc., la parole publique du plus haut représentant de l'État, qui argumente, si vous voulez, avec soi-disant sur un principe structurant, et avec une dimension à la fois politique et morale, mais qui en réalité est totalement fallacieux, si vous voulez. Vous pouvez dire non, je veux dire, on a remis en cause un certain nombre de principes fondamentaux du droit commun, et qui sont contraires, parce que par exemple, comme vous le savez, l'état d'urgence, ce n'est pas des mesures nouvelles qui sont prises. L'état d'urgence, cela veut dire que vous confiez, si vous voulez, à l'exécutif, au ministre de l'Intérieur et au préfet, des pouvoirs, des mesures, de capacité de prendre des mesures qui, en général, droit commun, sont réservées, sont l'affaire du juge et du juge judiciaire. Et là, ce n'est pas que le juge disparaît, mais simplement le juge, c'est simplement un juge en appel. Bon. Et quand même... Après, vous faites l'évaluation, donc c'est 4000 perquisitions administratives, c'est 400 assignations à résidence, il y a 4 procédures judiciaires liées au terrorisme. Donc il y a quand même un problème. Et donc moi, je milite depuis très longtemps, si vous voulez, sur le fait qu'il devrait y avoir un débat public, puisque précisément, il y a une immense demande. Une des raisons, comme vous le savez, de la démocratie, de la crise démocratique, c'est quand même effectivement la crise de la représentativité, la crise de la légitimité, et l'immense demande qui partout se fait sentir d'une participation citoyenne, alors pas au sens d'une démocratie d'opinion, mais d'un véritable travail de discussion, d'élaboration, de réflexion et de réflexion critique. Et je pense que sur cette question-là, donc sur la question de la sécurité, puisque ça nous touche tous, évidemment, que ce sont nos vies, enfin, qui sont effectivement atteintes, nous avons un droit de regard, un droit d'intervention, un droit de discussion, un droit de débat dans le cadre d'une démocratie vivante qui prendrait les cadres donc d'une démocratie délibérative où la parole publique aurait un minimum d'honnêteté et d'intégrité. Je ne dis pas ça pour des raisons politiques, parce que je veux dire, à droite ou à gauche, ils deviennent dingues sur cette histoire du terrorisme, avec des propositions complètement cinglées, et des dérives hallucinantes. Juridiquement totalement inacceptable. Donc on est des régimes fragiles vis-à-vis de ça, et les citoyens, je veux dire, vous savez qu'il y a eu un sondage sur la torture fait par l'ACAT. Et en 2000, il y avait 25% des Français qui étaient favorables à la pratique de la torture si ça permet d'empêcher un attentat. En 2016, ils ont refait l'attentat, c'était 36%. Donc il y avait un Français sur 3 qui pense que la torture est parfaitement légitime pour empêcher un attentat. Ce qui constitue une régression dans la conscience des citoyens, si vous voulez, des principes structurants, fondamentaux. L'interdiction de la torture, c'est un principe absolument structurant et fondamental. Il y a un tiers des Français. Bon. Et ça, c'est évidemment extraordinairement inquiétant. Donc cette vulnérabilité, cette fragilité, si vous voulez, et imaginez, ce qui se passerait s'il y avait un nouvel attentat, et un attentat de grande ampleur, nous sommes extrêmement fragiles. Et je pense, si vous voulez, que la question se pose évidemment, puisque cette situation va durer, que les attentats vont se répéter, ça va durer pendant peut-être même une époque, que ça va durer longtemps. La question fondamentale, c'est comment est-ce que nous nous préparons à l'avance à ces attentats qui vont arriver nous nous préparons à l'avance. Vous avez vu, chaque fois, les décisions sont prises après les événements, mais pas avant. Et donc, je pense que nous devrions... Alors, ça va me permettre de faire la transition avec ce que j'ai dit. Je pense que vis-à-vis de ces questions-là, nous devrions adopter une position qui serait à peu près comparable, si vous voulez, à celle du catastrophisme éclairé. Ça veut dire se préparer à l'avance à l'advenue d'une catastrophe
pour savoir comment nous allons y réagir, ce que nous sommes prêts à accepter, ce que nous ne sommes pas prêts à accepter, ce que nous voulons faire, nous ne voulons pas faire, mais collectivement, etc. Et pas réagir dans l'urgence, sous le poids des émotions, etc., comme ça a toujours été le cas, avec des discours d'éradication, enfin bon, qui sont absolument effrayants. Mais maintenant, le deuxième point, mais j'ai déjà parlé trop longtemps, mais très brièvement, le deuxième point, c'est que je pense maintenant, alors j'avais travaillé sur ça, donc, mais maintenant je pense autre chose. Quelque chose de plus. Je pense maintenant que la lutte contre le terrorisme, enfin l'insécurité liée contre le terrorisme, est en réalité un leurre qui nous dissimule une insécurité infiniment plus grave, définitive et quasiment irréversible, dont nous ne prenons absolument pas individuellement et collectivement la mesure, qui est l'insécurité environnementale. Et ça, et comment les démocraties font par rapport à ça, c'est devenu un immense problème. Il y a deux questions, si vous voulez. Parce que ça, c'est du définitif, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est c'est ce que je disais d'ailleurs aux élèves, je vous le redis. Je veux dire, quand même, il faut qu'on prenne conscience, si vous voulez, de quelque chose qui est absolument unique dans l'histoire de l'humanité, unique dans l'histoire de l'humanité, que notre génération et les générations qui viennent sont confrontées à un problème, à une urgence, effectivement, de sauvegarde de la nature contre toutes les dérives. Je ne vais pas entrer dans les détails, une immense documentation sur ça, qui relève d'ailleurs même plus du risque, hein, qui relève déjà d'une réalité, si vous voulez, c'est-à-dire d'une dégradation de la nature, avec effectivement des conséquences sociales, et en particulier dans les pays les plus pauvres que nous venons de voir en Haïti, bon, etc. Et qui constitue donc une urgence absolue et une responsabilité absolue. Les discours politiques, la question écologique, elle a disparu. C'est insensé. On parlait justement du discours, si vous voulez, de la campagne présidentielle, etc. Et je l'ai écouté jusqu'à la fin. Bon, je me suis un peu endormi mais quand même, j'ai écouté jusqu'à la fin. Et non, mais je trouvais qu'ils étaient bien, je trouvais qu'ils étaient intelligents, qu'ils avaient préparé, qu'ils avaient un programme, etc. Sauf que c'était 35 heures, ou bien combien de fonctionnaires. Mais attends, mais on s'en fout de ça. C'est pas la question. Je veux dire, effectivement, la maison brûle. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Et comment est-ce que les démocraties peuvent, si vous voulez, effectivement, s'armer, alors à la fois collectivement, ou nous armer collectivement, pour prendre la mesure de ce danger, mais vraiment, je veux dire, c'est déjà devenu une réalité. Donc, Dominique Bourg en parlera infiniment plus éclairée, instruite et savante et réelle que moi. Bon, parce que moi, je suis un peu candide, si vous voulez, dans cette affaire. Mais je vois bien, si vous voulez, que nous sommes confrontés. Là, c'est plus la menace terroriste. La menace terroriste, elle occupe tous les esprits, tous les discours, toutes les politiques, tous les moyens. Mais la question de la dégradation, si vous voulez, du climat et de toutes ses conséquences, effectivement, sociales, etc. Bon, et pas seulement du climat, enfin, la question écologique prise au sens large, qui est une urgence absolue, mais qui est devenue une urgence absolue. Bon. Nous ne la voyons pas, nous n'en prenons pas véritablement la mesure, et elle est absente. Et c'est une question fondamentale. Il y a une dernière question qui me paraît aussi tout à fait fondamentale, si vous voulez, qui est la question du progrès technologique. En gros, je poserai une question assez simple. Est-ce que le progrès technologique obéit en quelque sorte à un régime démocratique? Je dirais, en gros, si vous voulez, que le régime démocratique ou l'idéal démocratique, c'est un idéal d'émancipation où les hommes deviennent acteurs en quelque sorte d'une histoire, les acteurs au sens où ils choisissent en quelque sorte la société dans laquelle ils vont vivre. Et il peut poser une question très simple que moi je pose à mes étudiants. Est-ce que nous avons encore la possibilité de choisir aujourd'hui le monde dans lequel nous voulons vivre demain? Et la réponse, en termes de dynamique de transformation des sociétés, qui échappe très largement effectivement au pouvoir de décision politique, la réponse est non. La société de l'Internet, personne n'a choisi. Et en gros, si vous voulez, il y a des dynamiques de transformation qui sont à la fois liées au développement, mais exponentiel, des capacités de calcul. Nous ne pouvons pas prévoir, si vous voulez, ce qu'aura la société dans 10 ans, qu'elle a plus changé en 50 ans qu'en 500 ans, et qu'elle a plus changé en 500 ans qu'en 5000 ans. Et que c'est une accélération qui nous échappe complètement, à laquelle nous sommes simplement contraints de nous adapter. Et ça, je dis, ce n'est pas possible. C'est contraire à l'idéal démocratique fondamental, hérité des Lumières, qui est fondamentalement de choisir une société qui peut faire l'objet de débats, de discussions, etc., selon un projet d'émancipation, de progrès, de transformation des sociétés en fonction de principes, de normes, de valeurs, d'idéaux que nous choisissons, que nous voulons, pour lesquels nous pouvons combattre. Tout le 19e siècle est fait de ces combats. Et ça nous a complètement échappé. Et je dis, c'est une aliénation, ça.
C'est l'aliénation, si vous voulez, de l'idée même de maîtrise et de liberté politique. De liberté politique. Et ça encore, c'est tout à fait sans précédent. Même les gens de ma génération, on n'a pas connu ça à 20 ans. Les jeunes, ils sont nés là-dedans. Bon. Et si on pose la question, est-ce que le progrès, vous l'avez voulu? Est-ce que ça correspond à des besoins que vous avez? La réponse est non. Est-ce que vous l'avez choisi? La réponse est non. Est-ce que vous savez vers le monde dans lequel on va? La réponse est non. C'est non à ces 3 questions. Et le non répondu à ces 3 questions, ça ne répond ni à des besoins nécessaires, ni à des choix qui auraient été faits, ni donc à une véritable volonté, est une remise en cause fondamentale, mais absolument fondamentale, de l'idéal même démocratique. Après, ça reste formel, ça ne peut pas être simplement des procédures d'élection, etc. Il y a un moment où c'est la liberté humaine, puisque les hommes sont les acteurs de l'histoire, et des acteurs fondamentalement libres. Et toute l'histoire de l'Occident, depuis le XVIIIe siècle, c'est cette émancipation. Aujourd'hui, elle nous échappe. Et c'est une question très générale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réapproprier, si vous voulez, en quelque sorte, effectivement, cette maîtrise sur notre histoire et la réintroduire dans un projet d'émancipation et de véritable progrès, dont aujourd'hui, nous ne savons absolument pas comment le faire. Et si vous ajoutez cette loi du progrès technologique, en quelque sorte exponentielle, à évidemment le fait que, par ailleurs, elle nous conduit droit dans le mur et dans une catastrophe définitive, irréversible, dont nous ne connaissons pas encore l'ampleur, mais dont nous savons qu'elle est arrivée, voilà.